Bonjour et bienvenue dans l'épisode 115 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel nous allons parler de racisme systémique et de discrimination. J'y partage le micro avec Mouhamadou, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Balance pour la balance. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, conseils, découvertes, interviews, avec l'intention de réfléchir et faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Avant de commencer cet épisode, je voulais partager avec vous la parution de mon livre le 22 août 2023. Il s'appelle Gestion de classe, mode d'emploi et j'y parle de tout ce qu'il y a à gérer autour des séances qu'on met en place en classe. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander dans différentes librairies en ligne. Voilà, je vous laisse avec notre échange. Bonjour Mouhamadou. Bonjour Émilie. Je suis trop contente de faire cet épisode avec toi. Moi aussi, très heureux. Donc on est ensemble, on s'est dit pour parler de racisme systémique, de discrimination, dans le contexte un peu professionnel qui est le nôtre, le contexte de l'école. Et on ne sait pas trop jusqu'où va nous mener cette conversation, mais en tout cas ce qu'on s'est dit c'était que l'idée c'était de ne pas forcément se positionner en tant qu'expert parce qu'on ne l'est pas. Nous sommes juste concernés par la question l'un et l'autre, et puis l'idée c'est de pouvoir mettre en lumière tous ces fonctionnements, certaines situations pour permettre aux personnes qui vont écouter de prendre conscience de ce qui existe, si ce n'est pas le cas, et puis que chacun ensuite puisse mieux lire les situations, mieux savoir comment réagir, être moins passif et peut-être plus proactif, et puis développer l'empathie, développer l'intercompréhension. Voilà, on va réfléchir ensemble et... J'aime beaucoup, tu t'exprimes très très bien, très très clair. Donc voilà, c'est un sujet qui est, très très simple et qu'on va aborder d'une manière tout aussi simple. Ouais. Bon, de toute façon, j'aime bien, moi, depuis que je te suis, la sortie vidéo, je trouve ça toujours hyper clair. Les mots sont hyper bien choisis, donc voilà. On essaye en tout cas. Bon, déjà, peut-être qu'on pourrait définir un mot qu'on va utiliser à plusieurs reprises, mais qui finalement est peu utilisé, enfin de plus en plus, mais peu, c'est le terme de racisé, qu'on va utiliser, je pense, plusieurs fois dans cet épisode. Ouais. Pour toi, c'est quoi être racisé ? Être racisé, pour moi, c'est les racisés, plutôt. J'utilise comme un nom commun. Ce sont toutes les personnes qui peuvent être ramenées à la question de leur couleur de peau dans certains contextes. Attention, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai eu cette discussion avec une personne, une abonnée du compte, qui me demandait ce que c'était. Et lorsque je lui ai donné cette définition-là, qui est peut-être incomplète, elle a dit, du coup, ça veut dire que toutes les personnes, vu qu'on a tous et toutes une couleur de peau, peuvent être racisées. Ce à quoi j'ai répondu que non, c'était pas aussi simple. La question d'être racisé ou non dépend en fait de la dimension sociétale et historique en fait. Lorsqu'on parle de racisé, on fait référence à toutes les personnes qui ont une couleur qui ne va pas être la couleur qui est la plus attendue. Et dans la société dans laquelle on vit, dans le pays dans lequel on vit, la couleur la plus attendue est la couleur blanche. Donc le terme racisé ferait référence à toutes les autres personnes qui ne sont pas de la couleur dominante. Absolument. Donc il y a vraiment une question de contexte, c'est-à-dire que dans notre contexte ici, c'est celui-là. Donc quand on parle des personnes racisées, en réalité on parle des personnes non blanches. Et on pourrait très bien imaginer que dans un autre contexte, fictif ou pas, ça pourrait être autre chose. Mais voilà, en tout cas c'est ce qu'on va utiliser là. Et moi c'est vrai que je suis d'accord avec toi, être racisé, c'est de toute façon ne pas avoir... être reconnaissable, ou distinguable, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais ne pas avoir la couleur dominante ou ne pas être dans la situation entre guillemets attendue, quoi. Absolument. Donc là, ce dont on va parler, c'est du racisme, et du racisme dans sa dimension systémique. Et je trouve que ce qui est important de préciser avant de commencer, c'est que on fait bien la distinction entre les personnes racistes qui ne sont pas notre objet de conversation aujourd'hui, mais plutôt du racisme dans sa dimension systémique, c'est-à-dire qui peut nous toucher chacun. C'est pas
une question de couleur de peau. Et ça n'est pas, par exemple, parce que je suis racisé et que maintenant on connaît à peu près la définition, que ça veut dire que je ne peux pas faire preuve de racisme. Bien au contraire. Si on comprend bien la chose, on se dit que c'est tellement quelque chose de systémique, que c'est quelque chose qui nous impacte tous et toutes, et qu'on est tous et toutes capables de faire preuve de racisme dans certains contextes. Donc c'est la question de la structure, j'ai envie de dire, et la question du contexte qui est importante, et non plus tellement celle de la couleur de peau. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il est systémique, le racisme, parce qu'il est tellement ancré, et c'est tellement, ancré depuis des générations et générations, il est dans le système, en fait, et que on peut faire preuve de racisme, et c'est bien cette expression-là, ou en tout cas, avoir des actes racistes, ou des paroles racistes, ou des pensées racistes, sans être soi une personne raciste, sans avoir des valeurs racistes, et parfois, sans même avoir l'intention de l'être. Absolument, c'est comme, j'ai envie de dire, parce que j'aime beaucoup les comparaisons qui permettent souvent de réfléchir à une échelle différente. C'est comme si on prenait ça à l'échelle d'une famille, en fait. Il y a des comportements dont nous sommes les héritiers, parce qu'en fait, ils sont le fruit de notre éducation. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, là, c'est pas tellement la question. C'est plutôt la possibilité de se remettre en question qui nous intéresse lorsqu'on sait comment on a été éduqué. Voilà. Souvent, je crois, on ne se pose plus la question de comment on a été éduqué, on fait juste preuve de l'éducation qu'on a. Mais pouvoir prendre un peu du recul, comme si on sortait un peu de sa propre peau, comme si on se voyait faire, pour pouvoir s'observer soi-même, c'est ce qui nous permet généralement de se remettre en question. Et la question du racisme systémique, c'est celle-ci, c'est de dire la famille dans laquelle on vit nous a élevés de telle manière, et il y a des choses qui ne nous vont peut-être pas, et on va pouvoir les regarder telles qu'elles sont, parce qu'on va se voir faire d'un point de vue un peu externe. Et du coup, on fait tous partie de la même famille, et il n'est pas question de pointer le curseur sur juste le papa, ou la maman, ou le fils. Non, on se regarde tous, chacun, et on est capable d'interpréter nos actions à partir de... Ouais. Ben là, ce que tu dis, c'est hyper intéressant, parce qu'en plus, ça fait le lien avec plein de choses, et ça va être valable dans toutes les discriminations, mais comme dans plein de comportements de la vie quotidienne, c'est-à-dire que on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Par contre, on peut avoir conscience des choses et se voir faire et corriger et faire attention. Je fais juste le parallèle avec l'égalité filles-garçons. On en a parlé quand on préparait l'épisode, mais ou même si ça fait des années que je travaille sur le sujet, que je suis vigilante, etc., il peut m'arriver des fois où je vais, parce que je suis imprégnée de la société patriarcale dans laquelle on vit, il va m'arriver un élève peut me dire j'ai fait un trou dans mon pantalon. La première pensée, ça va être, ou parole, tu demanderas à maman. Et à ce moment-là, tu te vois faire, et donc tu te corriges, et je me rattrape, ou à papa, de recoudre ton pantalon. C'est un très bon exemple. Et en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que une fois qu'on a mis en lumière des exemples de situations dans lesquelles il va y avoir la preuve d'un certain racisme systémique, on se verra faire, ou on verra les situations, et on pourra... Et on sera plus vigilant. Ouais. J'ai envie de prendre une figure qui parle à tout le monde, celle de l'homme araignée qui, lorsqu'il sent en danger, une espèce de sixième sens qui l'alerte. Là, ce sera à peu près pareil. En se disant, j'ai déjà vécu cette situation, en fait, ou quelque chose qui s'y apparente, et du coup, je vais être un peu plus vigilant à ce que je vais dire, parce que j'en connais un peu plus l'impact éventuel sur les personnes à qui je vais m'adresser. Ouais. Donc en tout cas, peut-être que pour résumer, on pourrait se dire que, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, le racisme systémique finalement, il est fait par des gens qui ne sont pas forcément racistes, et qui même la plupart du temps ne le sont pas, qui n'ont pas l'intention de l'être, mais ce sont tout un tas de situations, de petits actes quotidiens, de petites paroles qui vont ramener les personnes racisées à leurs conditions de personnes racisées, avant même d'être une personne, voire un professionnel dans le cadre de notre profession, et que c'est toutes ces petites choses-là qui font que c'est ancré tout le temps, et que ça reste systémique. Absolument. Est-ce que, là c'est moi qui ai envie de te poser une question, est-ce que tu me le permets? Je t'en prie. Est-ce que, parce que là en disant ça, moi j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. Est-ce que toi tu as un exemple de situation qui pourrait être au sein de l'école, mais aussi dans le cadre général, puisqu'on parle de systémique, il n'y a pas que l'école au sein du système. Ouais, des exemples, j'en ai plein.
le premier exemple qui me vient en tête, de manière générale hors du système scolaire, je crois que je t'en ai parlé la dernière fois, c'est de me dire que moi, quand je vais à Carrefour, quand je vais faire les magasins, et bien le shampoing qui est fait pour les cheveux crépus, il n'est pas au rayon du shampoing. Il est au rayon des produits pour les noirs. Tu es à part. Je suis à part. Donc voilà, ça c'est un exemple quotidien, anodin, sûrement marketing, qui doit avoir une autre intention derrière, hein, que voilà, de me faciliter la tâche, peut-être pour retrouver tous les produits qui me sont destinés. Mais ça c'est un exemple. Et après, des exemples, on va en citer, hein, parce que j'avais fait une boîte à questions, on a des exemples d'autres collègues, mais moi le dernier exemple qui me vient en tête, parce qu'il est assez récent, j'avais rendez-vous pour une réunion à la DSDEN tout en haut, dans tous les sens du terme. Et quand je suis arrivée à l'accueil, j'ai dit que je venais pour cette réunion, mais que je ne savais pas où elle avait lieu. Et donc, on m'a envoyé salle machin au 5e. Ok, donc je frappe à la porte. Bonjour, je viens pour la réunion machin. Non, ici c'est le recrutement des AESH. Et donc à ce moment-là, j'ai réalisé que bien que j'avais annoncé ce que je venais faire à l'accueil, on m'avait envoyé à la réunion au recrutement des AESH. Attention, j'imagine bien que ceci n'est pas une hiérarchisation de la tâche des AESH par rapport à celle des enseignants ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire que c'est quelque part révélateur du type de fonction dans lequel on t'attend parfois, on nous attend parfois. Moi, pour rebondir sur ce que tu as dit au tout départ par rapport à l'exemple du magasin, j'en ai un qui est un peu plus général, mais qui, je crois, parle à beaucoup de monde. C'est en fait une situation où je suis rentré dans un magasin et avant même d'avoir fait quoi que ce soit, tu vas sentir qu'on te ramène à ta couleur de peau. Le vigile qui va te suivre, toi. Je sais pas pourquoi. T'es rentré, t'as dit bonjour, t'as été poli, t'as même pas de sac. Mais c'est toi qui vas suivre tout le long de ton cheminement dans le magasin jusqu'à ce que tu sortes. Et au moment où tu sors, peut-être qu'il va quand même te demander quelque chose, d'ouvrir ton sac si jamais t'en as un, quoi que ce soit. Ou pire encore, on va te demander à toi, alors que t'as un tout petit sac de rien du tout, de le poser à l'entrée. Alors que tu vas voir que dans le magasin, il y a plein d'autres personnes qui ont des sacs qui sont trop petits, mais qui se promènent avec. Et ils ne te ressemblent pas. Alors, il y a pas de mots à mettre dessus, mais c'est un sentiment qui est particulier, je crois, est assez parlant aussi. Ouais. Et en fait, là, ces exemples-là, ce qui souligne, c'est que aussi que une des dimensions systémiques du truc, c'est qu'en fait, on ne nous attend pas dans certaines fonctions, on ne nous pense pas aussi capable ou aussi intelligent ou aussi diplômé, etc. Et qu'il y a toujours un peu cette étiquette, c'est-à-dire que les gens se disent en nous voyant, nous attribuent une autre fonction que celle dans laquelle on est. Absolument. Et là, dans la boîte à questions que j'avais mise sur Instagram, c'est l'exemple de Léa qui explique que quand elle était PES et qu'elle arrive dans son école pour se présenter, on la prend pour la nouvelle ATSEM. Ou Thomas qui nous dit, un jour, on entre dans ma classe et on me dit, l'enseignant est déjà parti. Voilà. Ou même un autre collègue qui disait que même au sein même de la communauté gay, il subissait du racisme et que bien qu'il soit agrégé de géographie, les gens pensaient inconcevable de le considérer un tant soit peu intellectuel puisqu'il est noir. Donc ça, c'est son vécu. Mais voilà, des exemples, on pourrait en avoir à l'appel, quoi. Parce que moi-même, ça m'est déjà arrivé. Alors là, on ne fait pas une répétition d'exemple parce que je pense que les auditeurs l'ont bien compris, mais il m'est arrivé à l'école petite fois, je le raconte sur mon compte Insta, que un livreur est passé pour déposer un colis. Alors c'était en début d'année. Et c'était un colis que l'équipe avait commandé. Et au moment de le réceptionner, c'était moi qui étais là. Donc je suis allé le voir, je ouvre la porte et puis là, il y a un petit moment d'inconfort parce que il n'a pas voulu céder le colis. Il a demandé tout d'abord ce qu'il y a un enseignant qui se réceptionnait avec lui, qui était enseignant. Et il ne m'a juste pas cru. Puis quand j'ai essayé d'expliquer un peu, il ne m'a pas vraiment laissé en place une. Et il a dit, ah oui, je comprends, t'es prof, oui, d'accord, t'es prof de BS.
Je dis, bah non, on était dans la banlieue parisienne, on n'était pas à Paris, où par exemple, il y a des PVP, des professeurs de la ville de Paris qui s'occupent notamment du sport. Et puis, au-delà de ça, en fait, il m'a juste renvoyé un certain cliché, voulant que si jamais tu es jeune, noir et prof, eh bien, voilà le type de prof que tu es censé être. C'est le prof de PS, c'est pas le prof d'autre chose, pas le prof des généralités, pas le prof de la culture générale, pas le prof du français, des mathématiques, de l'enseignement moral et civique, non, tu seras le prof de PS. Donc, j'ai choisi d'en rire, mais ça va dans le sens de tous les exemples que tu as. Ouais. Le point commun, on parlait tout à l'heure de racisé, pas racisé, couleur dominante, etc. Et on a utilisé le fait de ne pas être attendu. Et en fait, de ne pas avoir la couleur attendue dans ce contexte-là. Ouais. Et en fait, du coup, il y a cette idée de ne pas être attendu aussi dans cette fonction ou dans ce type de métier. De ne pas être légitime pour ce genre de fonction. Ouais. Parce qu'il y a toujours une histoire de hiérarchisation des tâches, qu'elles soient de bien fondées ou non. C'est tout simplement qu'on ne nous attend pas, si jamais c'est une pyramide, en haut de la pyramide, ou dans les tâches les plus hautes. C'est une pyramide. Après, dans le racisme systémique, je pense que là, on a fait un peu le tour et que les auditeurs et auditrices comprennent en fait qu'on n'est pas en train de dire que les gens sont racistes, mais que ça prend une dimension telle qu'on ne se rend même plus compte de ce qui ramène les gens à leurs conditions de racisés. Et puis là, ce dont on voulait parler aussi, c'est comment ça se traduit aussi à l'école, en classe, comment on en parle avec les élèves, comment on gère les différentes situations. Et sur Instagram, il y a quelqu'un qui me disait que il y avait aussi une question des élèves racisés qui vont avoir l'impression que tout est lié au racisme. Et du coup, ça aussi, c'est un autre effet de ce racisme systémique. C'est-à-dire que c'est tellement partout, que ça est tellement nulle part en même temps, puisqu'on n'en parle pas vraiment. Il y a du flou. Et pour les élèves, en l'occurrence, on ne sait plus très bien quand est-ce que c'est du racisme et quand est-ce que ça ne l'est pas. Les enseignants, ils savent plus très bien non plus quand est-ce que je peux employer tel mot et quand est-ce que je peux pas. Il y a quelqu'un qui me disait, par exemple, quand est-ce qu'on peut dire le noir sans avoir l'air d'être raciste. Donc c'est des vraies questions qui derrière font que on élude la question, on n'en parle pas parce que ça crée du malaise, parce qu'on se sent aussi vite montré du doigt ou coupable et donc on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation-là. Et un peu à l'instar du sujet de la laïcité d'ailleurs, je pense que c'est des sujets qu'on n'aborde pas. Quand on est un enseignant racisé, on est peut-être plus à l'aise pour le faire parce qu'on n'a pas cette question du choix des mots, etc. Et encore que ça dépend des situations. Je pense qu'on pourrait en trouver d'autres, mais voilà. Qu'est-ce que toi, t'en penses là? Qu'est-ce que ça t'évoque? J'en pense qu'en fait, effectivement, le fait de ne pas en parler dessert quelque part la cause, parce que en parler, même en étant un peu maladroit, c'est toujours avancer quelque part. Si on n'en parle pas, ça laisse le flou pour que éventuellement des personnes, là on parle d'élèves, qui n'ont pas les éléments de compréhension, justement parce qu'on n'a pas assez explicité la chose, eh bien puissent interpréter les situations à tort et à travers, et ça devient préjudiciable pour tout le monde. En fait. Je vais donner un exemple. Si admettons que je fasse un repas avec mes amis qui sont tous blancs parce que c'est une marque d'intégration et de réussite sociale. Et que pour leur faire plaisir, je leur fais un plat un peu exotique de chez moi, entre guillemets. Les auditeurs ne voient pas, mais je mets guillemets. Alors vous allez voir, je vais très très loin dans le cliché, mais ça c'est moi. Alors je leur fais ce repas et je leur prépare un plat de chez moi, le tchèb, d'accord? Et que on est autour de la table et tout, et que mes convives refusent de manger le plat, d'y goûter même. Je leur dis, mais c'est raciste ce que vous faites. Et puis là, qui m'explique que non. Parce qu'en fait, dans le tchèb, il est censé y avoir du poulet. Mais que le poulet auquel moi je fais référence, il est cru. Et qu'en fait, il est même vivant. Et qu'il est en train de cacter au moment où je suis en train de parler sur la table. Donc c'est pas comme ça en fait qu'on prépare un tchèb avec de la viande crue. Est-ce que c'est raciste finalement? Non, ça l'est pas. Mais il faut avoir tous les éléments de compréhension avant pour pouvoir déterminer la situation ou pas. Ce qui est préjudiciable dans le cas des élèves et des adultes aussi en fait, c'est qu'en fait, à force de ne pas mettre des mots sur des situations, on se retrouve à tout mettre dans le même sac, à faire des amalgames de situations, j'ai envie de dire, et à ne pas pouvoir interpréter correctement
là, en l'occurrence, ce qui différencie en tout cas ce qui est raciste de ce qui ne l'est pas. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un espèce de petit référentiel avec des critères plus ou moins bien définis qui pourraient permettre de penser les situations et de dire « Ah, puisque ça remplit telle catégorie, alors effectivement, là, ça c'est raciste. Si tu manges pas mon plat parce que mon poulet il est juste cru, il est en train de volter dans la pièce, c'est pas raciste parce que tu ne me ramènes pas à ma race supposée, en fait. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Lorsque tu dis le mot noir, est-ce que c'est pour décrire? À la base, c'est quand même un nom ou un adjectif qui se veut descriptif. Si jamais c'est vraiment juste pour décrire, j'ai envie de dire que ça ne l'est pas. Tout dépend du contexte. Est-ce que tu as dit que l'enfant était noir parce que, effectivement, c'est ce qui le rendait immédiatement le plus reconnaissable dans un ensemble de personnes qui avaient à peu près le même âge, la même taille, c'était tous des enfants, et en fait, c'était le seul qui était noir. Et ça va beaucoup plus vite. Alors, il n'y a pas de préjudice. Si jamais parfois tu vas ajouter un adjectif, ça va faire toute la différence. Tu es là et tu vas dire le petit noir. Mais la manière dont tu vas dire, le ton, l'intonation, change aussi beaucoup de choses. Je crois qu'il y a des choses qui vont aussi de l'ordre de l'intention, qui vont permettre aussi de faire la différence entre parfois ce qui est raciste et ce qui ne l'est pas. Parce que lorsqu'on regarde d'un point de vue légal, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que la définition du racisme est au moins incomplète. Elle est très loin de recouvrir toutes les situations où le racisme s'exprime. Le racisme banalisé, par exemple. Oui, mais parce que là, quand on est dans la définition du racisme, on est sur un acte raciste de personnes racistes. Et c'est bien ça la différence. C'est-à-dire que on n'est pas en train là de parler des trucs francs et racistes, du sale noir, etc. On n'est pas là-dedans. Parce que ça, à la limite, on a les clés, les armes légales pour dire que c'est raciste, c'est interdit et basta. Enfin, on n'est plus là-dedans. Et dans ce que tu disais, je crois qu'il y a vraiment la question de l'intention, mais qui est valable dans le cas des discriminations, qui est valable dans le cas du racisme, mais qui est valable aussi dans le cas des problèmes de laïcité, ou qui est valable également dans tout simplement la gestion de conflits en classe ou la gestion de l'insolence. C'est d'aller questionner l'intention de la personne, peut-être pour pouvoir mesurer un peu le niveau de maladresse dans le choix des mots, mais c'est surtout ça en fait. Tu parlais de décrire. En fait, évidemment que si j'ai 10 personnes blanches devant moi et une personne noire, la manière la plus aisée, la plus rapide, la plus facile de les discriminer, dans le sens de les différencier, ça va être de faire référence à la couleur de peau. De la même manière que si j'ai 10 personnes d'1m90 et une d'1m40, et que je veux parler de la personne d'1m40, le plus simple, c'est quand même de parler de la taille. Mais là, on est dans l'intention. Et ce que tu as dit aussi qui est hyper important et qui peut donner des clés pour le traiter en classe, c'est d'aller chercher des critères, d'aller travailler en fait avec les élèves et d'entrer dans la discussion. Qu'est-ce que le racisme? Qu'est-ce que c'est pas? Quand on fait ça, quelle est l'intention de la personne qui le fait? Ok, et d'aller chercher aussi. D'accord, ça convient pas. Ouais, mais il m'a dit le noir. Bon, ok, ça convient pas. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre? Et d'aller chercher ce qu'on aurait pu dire d'autre, parce que des fois, il suffit de rajouter la personne. C'est-à-dire qu'effectivement, dans certaines situations, quand on dit le noir ou l'arabe ou le chinois ou peu importe, le fait de le dire comme ça ramène tout de suite la personne. On est avant tout racisé avant d'être une personne. Alors que des fois, il suffirait juste de dire la personne à la peau noire là-bas. Et ça change tout. Absolument. On n'est plus en train de nommer la personne par sa couleur, on est en train de parler d'une personne et de la qualifier. De dire, c'est une personne là-bas qui est grande, la grande, ou la personne qui a la peau noire et qui a un t-shirt rouge. Ouais. Du coup, on est dans le descriptif. Donc il y a vraiment cette idée, je pense, cette importance de se raccrocher aux intentions. Peut-être quand on est mal à l'aise, d'être capable aussi d'expliciter nos intentions. Parfois de demander. En fait, il y a des gens aussi à qui on peut demander. Je suis désolée, je suis un peu mal à l'aise. Ça te va si je dis tel mot? Et la personne dit non, j'aime pas trop. Il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas qu'on dise black. Non, j'aime pas qu'on dise black, je préfère que tu dises noir. Ok, voilà. Au moins, c'est réglé, oui. Je crois qu'une des manières aussi d'avancer, c'est de ne pas éluder la chose, de pas éluder la chose et de se permettre d'en parler, quitte à faire des erreurs. On est toujours en train là, pour le cadre scolaire, de répéter, je crois, à nos élèves que faire des erreurs, c'est pas grave.
Faire des erreurs, ça n'est pas grave. Mais il faut encore le démontrer pour que ça devienne réel aux yeux des élèves. Combien d'enseignants ne se permettent pas de faire des erreurs devant leurs élèves, alors qu'on leur dit à la longueur de journée que ce n'est pas grave de faire des erreurs. Combien de fois, moi, ça m'est arrivé d'être dans ces situations-là. Je prends encore un exemple. Ça m'est arrivé parce que c'était la première fois que je voyais les élèves et qu'on était tous masqués à l'époque, de dire à un petit garçon, en l'occurrence, qui avait les cheveux longs, je sais plus quelle remarque je lui ai faite, en fait. Et j'ai dit jeune fille. Et il m'a dit, mais je suis un garçon. Du coup, moi, ça m'a juste interrogé. Il l'a pas mal pris. Les autres élèves avaient l'air habitués à ce fait-là parce que c'était pas la première fois que ça lui arrivait. Et je le sais, au fond de moi, que la seule raison, alors que je ne voyais pas bien son visage, pour laquelle j'ai interprété cela, et que je lui ai donné cette identité de genre-là, c'était juste parce qu'il avait des cheveux longs. Mais le fait que l'élève me reprenne gentiment, ça m'a fait m'interroger, en fait, sur comment est-ce que je fais si jamais une situation similaire se reproduit pour ne pas reproduire la même erreur. Alors on peut demander à chacune comment il se positionne sur cet échiquier de genre, ou bien on peut se dire qu'on va passer par des termes qui sont plus neutres, tout simplement. Pas appeler les élèves, les personnes qui sont en face de nous, par leur prénom, par exemple. Ça passe aussi par ça. Parce que parfois, dans certains contextes, les détours par la couleur de peau, par la taille, c'est juste parce qu'on n'a pas cherché à avoir d'autres informations sur les personnes. Voilà, si tu connais le nom de la personne, appelle-la par son prénom, et puis c'est réglé. Ça t'évite certains écueils dans certaines situations. Ça ne veut pas dire que tu vas toujours pouvoir l'éviter, mais au moins ça te facilite dans beaucoup d'interactions, je crois. Et puis ça évite aussi, quand nous de l'intérieur, à toujours être amené à ça, parce que pour la personne qui le dit, c'est rien, c'est une fois, mais pour toi qui le vis au quotidien, ouais, c'est une fois ce matin à 9h, mais c'est une fois quelqu'un d'autre à 10h, et puis c'est quand j'étais à Carrefour, et puis c'est aussi le midi. Et donc en fait, de faire cet effort-là, qui te coûte pas grand-chose, mais moi je le fais, par exemple cet effort-là, oui, évidemment, quand je vois une personne noire parmi d'autres, je pourrais dire la personne noire, mais je vais faire l'effort. Je vais être là-dedans, comme je fais l'effort, je disais tout à l'heure pour l'égalité filles-garçons et d'aller dire papa ou maman, je vais faire l'effort d'aller décrire la personne dans son intégralité et de dire celle qui est à droite, grande, avec un t-shirt rouge et qui a la peau noire, de pas le dire en premier, c'est pas. On peut faire cet effort-là aussi d'aller, comme tu disais, mieux connaître les personnes et ne pas penser que ça suffit et que les gens sont interchangeables, quoi. Absolument, absolument. Ça me rappelle l'ouvrage parce qu'il y a pas très longtemps, j'écoutais un podcast d'une autre collègue qui s'appelle 5 O'Clock Teach sur Instagram, que je vous recommande si jamais. Je le mettrai dans le descriptif. Super. Et elle parlait aussi de ses expériences, et l'intitulé de son podcast que j'ai écouté, c'était Noir n'est pas mon métier, qui reprenait le titre d'un ouvrage collaboratif, mais notamment initié par l'actrice Aïssa Maïga. Voilà. Et en fait, j'ai envie de dire que le racisme, quelque part, c'est toutes les fois où ta couleur de peau va devenir ton métier, va devenir ton essence. Le titre là, Noir n'est pas mon métier, ça aurait pu être Arabe n'est pas mon métier, asiatique n'est pas mon métier, voilà. Et ça ne veut pas dire pour autant que tout cela disparaît. Ça ne veut pas dire pour autant que les différences disparaissent. Le fait est juste que elles ne deviennent pas notre essence. Et c'est ça la nuance qu'il faut aussi mettre en lumière, je crois, parce que certaines personnes, toujours bien intentionnées, vont aller de ce côté-là en disant, mais du coup, moi je choisis, parce que pour moi c'est un choix, de ne pas voir les couleurs et de ne jamais en parler. Mais non, les couleurs, elles sont là, elles existent. C'est quelque chose qui est factuel, c'est quelque chose qui peut être de l'ordre descriptif. Il ne faut pas faire comme si ça n'était pas le cas. Demandez juste aux personnes qui sont racisées si elles se sentent de telle couleur de peau. Elles vont jamais vous dire que, j'imagine, en tout cas dans mon cas, que non, leur couleur n'existe pas. Si une couleur existe, c'est juste qu'on n'a pas envie d'être constamment ramené à elle. Tout comme d'autres personnes ne sont pas constamment ramenées à ça. Et ce schéma de pensée fonctionne pour d'autres types de pensée. Le sexisme, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc j'imagine si dans la même journée, tu as été amené à vivre tant de situations où on t'a ramené à ta couleur de peau, mais tu y ajoutes les situations où on t'a ramené à ta condition de genre, de sexe, ça fait beaucoup, c'est cumulatif, et ça fait que ça nous ajoute en tant qu'être humain une charge mentale qui, le long d'une journée, le long d'une semaine, le long d'une année, le long d'une vie, devient juste insoutenable en fait. Et c'est à ça qu'il faut penser lorsqu'on parle de systémique. Il faut en voir la portée et les effets sur le long terme. Ouais, c'est-à-dire pouvoir reconnaître les personnes pour toutes les autres choses qu'elles sont.
que ça vienne pas masquer tout le reste. Oui. C'est-à-dire que avant d'être noire, t'es un ou une enseignante qui accompagne bien ses élèves, etc. Et que ça vienne pas masquer tout ça. T'as envie d'être d'abord la maîtresse ou le maître des CM2 avant d'être le maître noir. Ou il y a plein d'autres choses comme ça qui font que noir n'est pas mon métier. Non, je crois que ça résume bien les choses, quoi. Je sais pas si on pourrait trouver peut-être, tu vois, tout à l'heure tu disais il faudrait presque un petit référentiel de critères, mais est-ce qu'on pourrait pas aussi exemplifier ou aider les gens à imaginer ce qu'ils, je sais pas, à éviter, tu vois, à ne pas dire en salle des maîtres, parce qu'on sait aussi que voilà, dans ce racisme systémique, il va y avoir dans notre métier d'enseignant, il va avoir un impact sur nous. Là, on a beaucoup parlé de nous en tant que professionnels, mais il y a aussi sur les élèves, tout ce qui se dit sur les élèves et ce qui se dit en salle des maîtres aussi, de manière parfois sous le ton de l'humour, mais quand on est un peu chez vous ou qu'on est tout le temps questionné sur la connaissance présumée de certaines cultures parce qu'on est racisé. J'ai envie de dire tout ce qui va tourner autour du cliché ou du stéréotype, tout simplement, qui va laisser penser que tel groupe de personnes a telle faculté parce qu'elle est tel groupe de personnes. Il faut éviter. Les personnes asiatiques plutôt sont très fortes en mathématiques. Et du coup, cet élève-là, il est censé être très fort en mathématiques. Il n'est pas très fort en mathématiques. Donc ça devient un problème. Non, c'est un élève qui est juste pas très bon en mathématiques. Et s'il est pas très bon en mathématiques, c'est peut-être même pas de sa faute. C'est peut-être que toi, en tant qu'enseignant, t'as pas trouvé la bonne méthode pour lui adresser le savoir, en fait, tout simplement. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit asiatique ou pas. Tel élève ne sait pas encore nager. Oui, mais il est noir. Et on sait que les noirs ont l'ossature qui est lourde. Du coup, waouh, quelle excuse. Ça veut dire que si à la fin du module de 12 séances, cet élève, en l'occurrence, ne sait toujours pas nager, on aura une excuse toute faite. C'est pas de ma faute. Ça n'a rien à voir avec les méthodes d'enseignement du maître nageur ou les miennes, si jamais c'est moi qui prends la séance, parce que je ne suis pas à Paris, n'est-ce pas? Je pense que aux enseignants parisiens. Non, c'est juste en rapport avec le fait qu'il est noir. Ça me donne une excuse toute faite pour expliquer son échec. Non, son échec, c'est mon échec. C'est moi qui n'ai pas trouvé la bonne manière de faire. Il y a plein de personnes qui sont de toutes les couleurs de peau et qui savent nager. Ça n'a strictement rien à voir avec le fait d'être couleur de peau. Voilà, donc tout ça, il faut éviter, j'ai envie de dire. Et ça me fait penser à deux choses. C'est-à-dire que là, ça me fait penser à un exemple d'un élève qui avait des troubles du langage, mais comme il était, en l'occurrence asiatique, mais comme il était racisé et que ses parents n'étaient pas des locuteurs natifs du français, on avait tardé à identifier ces difficultés, alors que son frère, par ailleurs, n'avait aucun problème de langage, mais on s'était peut-être dit que c'est parce que à la maison on parle pas. Donc ça, c'est quelque chose. D'un côté, ça me fait penser à ça, de finalement comment ça peut aussi entraver la détection parfois de certaines difficultés ou de certains besoins des élèves. Mais oui, je pense qu'il faut juste éviter le plus possible de généraliser. Il faut essayer le plus possible, et c'est vrai que c'est sollicitant, c'est vrai que c'est difficile, ça demande un investissement tous les instants. Essayer d'individualiser la chose et d'essayer de trouver d'autres causes de mots éventuels qui pourraient apparaître dans la vie de classe, parce qu'en fait la vie de classe ressemble à bien des égards à la vie dans la société, en fait. La classe, c'est une mini-société, ou c'est une mini-société, j'ai envie de dire. Donc, on trouve des raisons, on essaie de chercher des raisons qui vont aller à l'encontre des stéréotypes. C'est notre métier. Et là, tu parles des stéréotypes, du coup, ça me fait basculer un peu sur nos supports et les activités qu'on choisit. J'en avais déjà parlé dans l'épisode 81 du podcast, mais de sortir de ces clichés, de ces stéréotypes-là, même dans ce qu'on propose aux élèves. Je pense à la littérature de jeunesse, mais aux exemples, etc., quoi. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a questionné pour sa suite à l'épisode 81 pour me demander si j'avais des ouvrages de littérature de jeunesse à conseiller pour des élèves asio-descendants. C'était la question de la personne. Et du coup, je suis allée chercher, j'avais pas sous la main, mais je me suis dit, tiens, je vais aller chercher. Et en fait, c'est hyper difficile à trouver, c'est-à-dire que à part les 3 grains de riz que tout le monde fait, mais qui sont encore une affaire de riz
parfois c'est intéressant de valoriser les cultures d'origine des élèves. Mais en fait, des fois, faut se rendre compte que c'est pas du tout. Ils sont presque aussi étrangers que nous. Absolument. Eux, ils vivent dans un monde complètement occidentalisé et qu'on les ramène sans arrêt. Alors, et chez vous, ça se trouve, ils mangent ni couscous, ni tiep, ni colombo de poulet, ni voilà. Et en fait, les seules fois où on valorise, c'est valoriser des choses qui ne sont pas forcément familières pour nos élèves, alors que finalement, on aimerait juste avoir un livre de littérature de jeunesse avec une personne racisée qui vit des histoires d'enfants normales, entre guillemets, sans être amené à cette condition. Si jamais il est racisé de tel type, il faut absolument qu'il y ait un élément de référence qui fasse penser à l'origine qu'on évoque absolument. Exactement. Aujourd'hui, tu peux être d'ascendance de tel endroit, mais tu es là et tu es français, tu parles français. Parfois, tu ne parles que français. C'est pas comme si tu avais le bagage culturel de l'autre pays auquel on t'affilie, en fait. Tu vois, c'est quelque chose que les gens lisent sur ton visage, mais qui n'est pas du tout ta réalité, en réalité. Et ça, il faut savoir l'accepter. Quand je pense à... Il n'y a pas très longtemps, je regardais quelque chose que Histoire Crépue a publié sur son Instagram aussi, qui... alors, c'est très, très lointain, mais c'était un album de Martine qu'il reprenait, l'un des premiers albums dans lequel il y a un personnage africain qui s'appelle le Cacao. Voilà, une petite fille, et qui, tout au long de l'aventure avec Martine, fait des choses absolument clichés. Alors, son français est très approximatif. À chaque fois qu'il y a quelque chose à porter, c'est elle qui le porte. Elle est toujours derrière Martine, j'ai envie de dire ça. Alors, le personnage principal, évidemment, c'est le personnage éponyme, hein, c'est Martine, mais ça laisse... quand la représentativité ressemble à celle-ci, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on n'en veut pas. Avant, on n'en voulait pas non plus. Peut-être juste qu'on n'avait pas la place pour le dire. Mais aujourd'hui, on n'en veut pas non plus. En fait, les personnes qui ressemblent à Cacao, j'ai envie de dire, elles ne s'appellent pas Cacao. Elles sont ici, elles s'appellent avec tous les prénoms du monde, mais pas celui-ci. Et elles font les mêmes choses que Martine, en fait. Donc, juste une représentativité qui soit réaliste. Tout simplement, c'est ce qui est demandé parce que c'est ce qui va faire en sorte que ça s'imprègne de normalité. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que ça veut dire concrètement pouvoir aller mettre juste de la normalité, j'allais dire. Qui ressemble à une certaine réalité. Ouais, certaine réalité. Quand je suis avec mes élèves dans la classe, ils sont tous différents. Alors, ils sont tous différents, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les origines, mais ce sont pour 99%, ce sont tous des élèves français. Et ce qu'on partage tous ensemble, c'est la culture de ce pays qui, à des moments, s'ouvre sur les cultures d'origine, parce qu'il ne faut pas non plus nier ce fait-là, n'est-ce pas? Mais on est tous sur un pied, j'ai envie de dire, d'égalité, et c'est ça qu'on a envie de voir lorsqu'on regarde autour de nous. Et pour l'instant, c'est ce qu'on n'a pas tout à fait. Qu'est-ce qu'on a envie que les gens retiennent là, de tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure? La première chose que moi je dirais, c'est mettez la main dans le cambouis. Ça veut dire que lorsqu'il y a quelque chose qui arrive devant vous, lorsqu'il y a un propos qui est tendancieux, souvent lorsqu'on sent qu'il y a un problème, c'est qu'il y en a un. Il faut se faire confiance. Et il faut cesser de botter en touche en disant des choses assez banales qu'on a tous envie de dire. Et encore une fois, je m'inclus dedans. C'est pas grave. Si, c'est grave. Si, c'est grave. Et ça peut devenir encore plus grave parce qu'on ne sait pas, lorsque quelqu'un a été touché par quelque chose, à quelle profondeur il a été touché, blessé. Et on ne sait pas si un jour, il ou elle va pouvoir éventuellement en guérir. Demandez autour de vous, aux personnes racisées, puisque maintenant on en connaît à peu près la définition, combien gardent des séquelles de remarques qu'on leur a faites. Des remarques, je dis bien, pas juste les faits racistes qui pourraient être avérés et amenés devant la justice. Non, des choses qui font partie de ce qu'on appelle le racisme banalisé. Demandez-leur combien de remarques on leur a déjà adressées, dans combien de situations ils ont été, où on les a ramenés constamment à leur couleur de peau, comme si c'était leur métier, comme si c'était leur essence. Et c'est comme ça, en fait, que l'on va s'éduquer. Et encore une fois, je ne parle pas là de couleur de peau, parce que dans mon propos, ça pourrait être interprété comme ça, en disant, du coup, c'est à nous les blancs d'aller voir tous les autres qui sont racisés, puisque ça les concerne eux. Non. Pour prendre un autre exemple, on pourrait aussi avoir des conversations où on prendrait d'autres types de discrimination systémique et on s'assierait en face les uns les autres et on discuterait, en fait, parce que c'est le même ordre. Alors, c'est pas la même portrait, ça n'est pas la même couleur, mais c'est du même ordre. Si on veut parler de sexisme,
Demandez aux femmes autour de vous dans combien de situations on les a ramenées à leur sexe. Si on parle d'homophobie, demandez autour de vous aux personnes homosexuelles combien de fois on les a ramenées à leurs conditions d'homosexualité. Si on parle de religion, demandez aux personnes juives, demandez aux personnes musulmanes, demandez aux personnes de telle ou telle confession combien de fois on les a peut-être discriminées par rapport, même dans les propos, juste par rapport à cette condition-là, on les a ramenées à ce fait-là qui fait partie d'eux, mais qui ne les définit pas. Ouais. Il y a peut-être aussi la question de se demander, est-ce que c'est nécessaire dans cette situation ou dans cette discussion d'apporter ce détail? Est-ce qu'on peut... En fait, c'est souvent ça. C'est-à-dire que parfois, il n'y a pas besoin. On en parle des fois dans les médias. On se dit, est-ce qu'il y a besoin de préciser l'origine de telle personne dans tel contexte? Mais en fait, dans nos discussions du quotidien, quand c'est sur un sujet culturel, évidemment que ça a sa place de pouvoir dire les choses et parler des différences. Mais quand c'est pour autre chose, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce que là, c'est vraiment le lieu? Est-ce que ça masque pas? Parce que tu parlais du sexisme, mais parfois, par exemple, quand on est femme, on est ramené à notre physique, notre beauté, notre look, tenue vestimentaire, sans jamais aller parler de nos compétences. Et là, c'est pareil, en fait. Est-ce qu'on peut pas parler d'autre chose, d'écrire autre chose? Est-ce que c'est nécessaire à ce moment-là? Ça peut être un garde-fou, voilà, de pouvoir se dire, est-ce que là, c'est nécessaire d'évoquer cette différence-là? Et puis il y a aussi, je crois que ce qu'il faut retenir, parce qu'on a rapidement parlé tout à l'heure là, des élèves racisés qui s'insurgent du racisme, etc. Et de se dire que le racisme systémique il touche tout le monde et qu'on n'est pas en train de dire que il y a des personnes qui doivent y faire plus attention que d'autres. C'est juste de prendre conscience, et c'était ça notre intention. Absolument. C'était de dire que de prendre conscience que ça existe, de tout ce que ça recouvre, pour pouvoir se dire ok. Là, en fait, ça y est, j'arrive à mieux voir les situations, j'arrive à mieux les lire, et peut-être que je vais pouvoir venir à la rescousse de mon collègue qui subit une remarque qui est peut-être pas très délicate, ou faire attention à ce que je dis, ou générer une conversation, apporter des éléments, diffuser. Et c'est comme ça, en fait, je suis pas sûre qu'on puisse endiguer quelque chose au-delà du systémique et même endémique, mais par contre, on peut toujours réguler. Je me dis que tout se régule. Tu parlais tout à l'heure d'une espèce de posture méta où on se voit faire, et je crois que c'est ça l'essentiel. On arrête de s'auto-flageller. On n'est pas parfait. Par contre, si on se voit faire et qu'on peut se questionner, réfléchir à plusieurs, aller parler des choses, je trouve que c'est ça qui fait avancer. Absolument. Mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis et donner un exemple plus concret lorsqu'on dit que ça concerne tout le monde. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec le vigile, lorsqu'on rentre dans le magasin et qui nous affilie directement. En fait, ne nous laisse pas le droit à l'erreur. C'est comme si on avait déjà commis une erreur avant même de pouvoir faire l'erreur. Et elle est là, la discrimination. Moi, ça m'est arrivé. Et parfois, c'est arrivé que le vigile soit noir, en fait. Donc il me discrimine déjà, il va commencer à me poser des questions, il va commencer à me tutoyer, alors que la personne qui était juste avant moi et qui n'avait pas ma couleur de peau, il l'a pas tutoyé. Et elle n'avait pas forcément un âge qui soit bien différent du mien, en fait. Ouais. Voilà, il y a cette posture-là, en fait, qui interroge, et on se dit, mais c'est quelque chose qui nous imprègne tous, à tel point qu'on est tous capables, à contexte similaire, de reproduire exactement le même type d'action, en fait. Et c'est ça qui doit nous interroger. Encore une fois, c'est pas... lorsqu'on parle de racisme, de ces choses-là qui sont systémiques, on parle un tout petit peu des personnes, parce que c'est par les personnes que ça s'exprime. Mais en réalité, ce qu'on interroge, c'est tout schéma de pensée qui est derrière, et qui permet à ces actions individuelles de pouvoir se réaliser à tel point que si on change les individus, les actions restent les mêmes. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout le système qui fonctionne comme ça, et je crois que la clé, en tout cas, c'est d'aller travailler l'esprit critique, l'esprit d'analyse, l'état d'esprit de remise en question, etc. Parce que finalement, on n'en a pas parlé là, mais quand on a préparé, on se l'est dit, ça crée des résistances à partir du moment où, quelles que soient les discriminations, qu'il s'agisse du racisme, du sexisme, etc., à partir du moment où on l'évoque, la première réaction des gens, c'est de nier parce qu'en fait on se sent visé soi. Non, c'est pas possible que moi je puisse perpétrer ce genre de choses. Et en fait, du coup, c'est pouvoir aller au-delà de ça et accepter que tous et toutes on soit imprégnés de ces choses-là, et que accepter l'idée que ça demande un état de vigilance
constant et que ça demande de se voir faire, que ça demande de questionner les choses et qu'on peut pas juste se cacher derrière le non mais moi je suis pas raciste ou moi je suis pas misogyne ou moi je suis pas ceci, je suis pas cela. En fait, finalement, si on ne fait pas attention, même quand on ne l'est pas et qu'on s'estime ne pas l'être, qu'on a de belles valeurs, etc., on peut réaliser des choses à notre insu et absolument, absolument. T'es une personne, oui, alors tu peux être raciste. Enfin, j'ai envie de dire, moi, ça me fait, ce que tu as dit là est très pertinent et très intéressant et ça m'évoque un souvenir en fait. Pour dire que parfois on n'a même pas besoin d'aller sur l'ordre du systémique pour avoir cette attitude-là où on est un peu réfractaire à la réflexion parce qu'on se sent visé. Il n'y a pas très longtemps, j'étais sur un plateau et à côté de moi, il y avait une jeune femme journaliste brillante qui s'appelle Mona Sarr et qui travaille pour un média qui s'appelle Éco Banlieue. Et en fait, moi je suis enseignant, elle est journaliste, et elle évoquait en fait le rôle par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, les émeutes, la mort de ce jeune homme. Elle évoquait le statut, le rôle de l'école dans une certaine catégorisation des publics, et elle disait qu'il y a une certaine jeunesse qui, et elle a raison sur ça, est souvent orientée vers certaines filières. Et elle était un peu... Enfin, moi, je l'ai pris comme quelque chose d'assez stéréotypé, en fait. Et je me suis senti obligé de répondre, parce que je crois qu'à cet instant-là, lorsqu'elle a parlé de l'école, moi étant un enseignant de l'école de la République, eh bien, très bêtement, je l'ai pris pour moi. Oui. Il est parti, je l'ai pris pour moi. Et j'ai répondu, et puis pendant que je parlais, je me disais, mais en fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle a pas parlé de Mohamedou. Elle parle du système dans lequel toi tu travailles, qui fait que, et tu le sais ça, tu l'as appris. Effectivement, l'école, depuis ses prémices, a toujours eu, parce que l'école républicaine, elle a toujours eu ce rôle de classement, de tri, d'orientation. On sait que l'école est étroitement liée au marché de l'emploi, en fait. Voilà, et que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on oriente les populations pour les amener vers quelque chose qui va leur permettre ensuite d'avoir un emploi, ou en tout cas ce qui s'y apparente. Et ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du conscient, mais c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient. Si jamais les choses étaient comme ça il y a 20 ans et que je rentre dans ce corps de métier maintenant et que moi je suis pas conscient de ça, qu'est-ce qui me fait penser que je vais faire différemment de mes prédécesseurs? Il y a ça, mais il y a aussi le fait que, justement, c'est tellement inscrit en chacun de nous qu'il y a à la fois l'école qui perpétue ce truc, les enseignants qui ont des clichés en tête qui font que, dont on a besoin parfois pour simplifier la pensée, hein, pour une question d'ergonomie, mais qui perpétuent, tu vois, tu disais, les élèves sont orientés vers, il y a cette dimension-là, mais il y a aussi le fait que chacun en soi, dans sa famille, dans ce qu'il est, dans la société, ne s'autorise pas à sortir de ce à quoi on l'attend. Ouais. On l'attend. Et de la même manière que, si on vient d'une famille avec des pensées de gauche, on va peut-être pas s'autoriser à aller dans certaines filières ou vers certains métiers et vice versa. De la même manière que certains pensent que ils n'ont pas leur place dans les musées ou parce que ils viennent de tel endroit. Enfin, en fait, c'est-à-dire que et là, il est là le systémique, c'est-à-dire que en fait, c'est tout le monde qui est imprégné et touché. Donc de celui qui va voir du racisme partout, à celui qui va dire des trucs racistes à son insu, à celui qui s'autorise à faire ça, qui ne s'autorise pas à faire ça en raison de son origine sociale ou ethnique ou que sais-je. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est important de pouvoir voir et de prendre du recul et de la hauteur. Et s'il y avait une intention dans nos propos aujourd'hui, c'était ça. C'était de se dire, ok, maintenant, vous savez, vous allez mieux voir. On vous a pas forcément apporté de réponses et de clés parce qu'on n'est pas des experts, mais par contre, on peut réfléchir tous ensemble et collectivement et je vais pouvoir du coup me sentir autorisée à intervenir dans certaines discussions dans lesquelles j'étais peut-être pas à l'aise avant, etc. Et c'est tout ça. N'hésitez pas vraiment à intervenir, à questionner la petite remarque raciste ou homophobe ou misogyne du collègue qu'on laisse passer parce qu'on sait pas trop comment se positionner. Peut-être qu'on va pouvoir au moins aller apporter notre soutien, au moins dire qu'on trouve sa limite. Voilà. Ouais, il faut se laisser le droit de tester, le droit à l'erreur, et à celles et ceux peut-être qui se disent la chose suivante, à savoir
Mais si c'est systémique, ça veut dire que ça nous englobe tous. Si jamais ça nous englobe tous, ça veut dire que c'est quelque chose de normal. Non. C'est pas aussi simple. C'est pas parce que quelque chose de général que ça veut dire que c'est normal. C'est pas parce que c'est inconscient que ça veut dire que c'est normal. C'est pas aussi simple. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on vit dans une société qui est parfaite. Or, on n'en est pas encore là. Le but, justement, c'est de faire en sorte que cet espace qu'on appelle la société devienne un lieu plus sain pour tout le monde. Et pour nous qui sommes dans les écoles, ça commence par une éducation pour et par les enfants, mais aussi pour et par nous-mêmes. Donc, continuons de discuter, continuons d'échanger, continuons d'interagir et de réfléchir ensemble parce qu'il y a du boulot. Ça peut être bien mieux. Et puis parce qu'on est dans du mouvement, on est dans un système qui n'est pas figé, pour reprendre encore ce mot de système, mais en fait, c'est ce qui est beau aussi, c'est que rien n'est figé, on peut toujours évoluer et faire évoluer ce système, et que plus on est conscient, plus on voit les choses, plus on va être nombreux à pouvoir contribuer à son évolution. Tout à fait. Je crois qu'on peut s'arrêter là. On a fait 52 minutes d'enregistrement. Je suis trop contente qu'on ait eu cette conversation ensemble, et puis de t'avoir reçu dans l'épisode. Moi, je suis très heureux que tu m'aies invité, surtout. J'attendais depuis longtemps, je suis tes podcasts et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'elle n'est pas en train de me discriminer? Est-ce qu'elle n'est pas en train de me dire que parce que je ressemble à cela, non, mais tu sais quoi? Pas compétent? Parce que je me suis dit, si je t'invite, on va dire qu'elle l'invite parce qu'il est noir et qu'elle est noire aussi. C'est grave, ça peut être dans le sujet. Le communautarisme, qu'est-ce que c'est et quels sont ses effets? Il n'y a pas plein de choses à dire aussi. Mais oui, sérieusement, moi, je suis très heureux que tu m'aies invité. Je suis très heureux d'avoir pu participer à ce podcast. J'espère qu'on a été aussi intéressant qu'on l'est dans la réalité. Parce que dans la réalité, non seulement on est intéressant, mais en plus on est stylé. J'espère que ça s'est ressenti sur la manière dont on s'est exprimé et que les personnes qui nous écoutent en ressortiront avec, si ce n'est des pistes de réflexion, au moins un sourire et un cœur apaisé qui leur permettra, si jamais les situations se produisent, d'y aller le cœur plus serein. Ouais. Bah, je crois que si ça génère, moi je serais contente si ça génère des prises de conscience, si ça fait que d'autres personnes se sentent, comme tu disais, apaisées ou un peu plus prêtes à en parler, à faire face au truc, ce sera déjà tout gagné. Bah, n'hésitez pas à venir nous faire des retours, que ce soit sur les réseaux sociaux, le tien ou le mien. Ouais. Si les personnes qui nous écoutent ne te connaissent pas, je ne sais pas comment c'est possible, mais si elles ne te connaissent pas, est-ce que tu peux leur redire où est-ce qu'on peut te retrouver ou échanger avec toi? Bien sûr, parce que j'en suis sûr qu'ils ne me connaissent pas, qu'elles ne me connaissent pas. Alors, mon prénom c'est Mohamedou, mais je suis la personne qui est derrière le compte Instagram Balance pour la Balance. Voilà. Donc, au plaisir de vous retrouver et de lire ou d'écouter ce que vous auriez à dire à propos de cet excellent podcast mis en place par Émilie. Merci. Voilà, nous vous remercions pour votre écoute. Vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez d'ailleurs à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast quand c'est possible. Et j'en profite également pour vous dire que si vous êtes intéressé par un accompagnement individuel ou collectif, faites un tour sur mestrucsdecoach.fr. Je vous propose entre autres de septembre à juin un programme de coaching collectif qui s'appelle Kiffe ton année. Je vous laisse découvrir tout ça. Et moi je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.